Cette seconde partie est la conférence débat consacrée à Cuba et l'Amérique latine par Jean Ortiz, universitaire et journaliste spécialiste de la République espagnole et de l'Amérique latine. Voici donc la deuxième partie du reportage consacrée à la très belle Fiesta Cubana de Nistos, l'enfant qui grandit si bien de notre ami Francis Casteran, président de Cubacy France Haute-Pyrénées. Et maintenant, chers amis, 50 minutes passionnantes avec Jean Ortiz. Là, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir à Nistos pour la troisième Fiesta Cubana le camarade Jean Ortiz, qui est militant, universitaire, spécialiste de plusieurs choses. Je vous demande simplement de l'écouter, de discuter avec lui, parce qu'il est là pour répondre à vos questions. Donc approcher et participer à notre débat, conférence sur Cuba et l'Amérique latine. Merci à tous et je passe la parole au camarade Jean. Je voudrais saluer d'abord Charlie Boana, qui est président de Cubacy France, qui est parmi nous. Je voudrais saluer également Jean-Claude et Marie-Claude qui m'ont fait bouffer du surgelé à midi. Et voilà. Alors, bon, tant qu'on y est, un film que j'aime beaucoup, qui est fait par un soviétique, qui est magnifique, un documentaire magnifique en noir et blanc, Soy Cuba. Il est extraordinaire. Alors, le plus beau film, parce qu'il y a tout dedans, il y a tout, y compris les problèmes d'aujourd'hui. C'est un film fait dans les premières années, dans les tout premiers temps de la Révolution, par Tito Gutiérrez Alea, le plus grand cinéaste cubain. Mémoire du sous-développement, il y a tout dans ce film. Mémoire du sous-développement. Et voici le voyou, le bandit, l'indésirable, le terroriste, à qui je suis allé dire, en Bolivie, que la France, ce n'est pas la France de François Hollande. Que la France, c'est la France des droits de l'homme, des philosophes des Lumières, de la Révolution française, de la Commune de Paris, des résistants antifascistes. C'est ça la France. C'est pas la France qui a interdit, à mon avis, Evo Morales, indien, élu avec 63% des voix, M. Hollande, de survoler le territoire français parce qu'à bord, il y aurait, paraît-il, un terroriste, M. Snowden, l'agent qu'on devrait déclarer bienfaiteur de l'humanité, et que la France aurait dû s'honorer à recevoir. Cet agent américain qui a dévoilé comment les États-Unis nous espionnaient 2 millions de Français. En outre, les institutions, l'Union européenne, tout ça, 2 millions de Français. Ce monsieur, on aurait dû l'accueillir et en faire un héros en France. Donc on a empêché l'avion d'Evo Morales de survoler le territoire, et il a dû se poser en catastrophe pour faire le plein d'essence dans des conditions quasiment de crash. Voilà. Et j'ai eu l'honneur de parler à Cochabamba avant Evo Morales. On me l'a demandé. Tu peux rien. Et on me l'a demandé, ça veut dire que c'est en même temps symbolique. Hein. Voilà. On était sur un viaduc, l'estrade était sur un viaduc, j'étais à côté d'Evo, de Choquehuanca, le ministre des Affaires étrangères indien, García Linera, vice-président, et devant nous il y avait plus d'1 million de personnes. Personne ne l'a dit en France. Et il y avait Germain. C'était un moment extraordinaire. Et j'ai parlé au nom de notre France, celle, vous savez, Jean Ferrat. J'ai parlé au nom de cette France-là, qu'on aime en Amérique latine. Et il se trouve qu'en 64, le général de Gaulle est allé à Cochabamba en Bolivie et a fait un discours où il n'a parlé que de souveraineté, d'indépendance. Et j'ai dit, voyez, nous, aujourd'hui, avec ce gouvernement, nous sommes devenus caniches des États-Unis, vassals des États-Unis. Même l'Angleterre n'en veut plus, il faut quelqu'un pour prendre la place. L'Angleterre n'en veut plus. Hein, donc c'est François Hollande qui va partir en guerre, etc. Voilà. Et il y avait devant moi 1 million de personnes. La presse latino-américaine l'a repris de façon assez impressionnante. Le País aussi. En France, rien. Si, l'Humanité. 2 pages magnifiques qui annonçaient, j'ai téléphoné, je ne sais pas, ils ont mal compris, ou c'est des vieilles traditions, j'ai annoncé 2 millions de personnes. Bon, il y avait au moins plus de 1 million. Voilà ce que je suis allé faire en Bolivie. Sauver l'honneur de la France. Tout à fait. Tout à fait. Et je trouve que c'est scandaleux. Scandaleux. Cette affaire-là est une affaire scandaleuse. C'est de la piraterie. Ils ont séquestré simplement un président. Ben, ils savent. Je veux dire, ils ne l'auraient pas fait à un dictateur africain. Vous voyez ?
Donc ils l'ont fait délibérément dans le cadre de la stratégie actuelle des États-Unis pour essayer de reprendre l'offensive en Amérique latine. Voilà. Bon, donc je vous ai raconté un peu mon été, imprévu, mais intéressant parce que si vous voulez, quand on est dans ce pays où on parle de socialisme, bon, ils ont de belles étoiles, hein, mais bon, elles sont allumées tous les soirs. Pas besoin de s'allumer. Le ciel est très pur, très limpide, pas de socialisme. Ils parlent de buen vivir. Les communautés indiennes, le dimanche, nous sommes allés dans la communauté indienne de monsieur le ministre des Affaires étrangères, Choquehuanca. Ce monsieur est venu nous chercher à l'hôtel, sans garde du corps, sans escorte, avec une femme qui avait une robe comme ça de ronde, la poiella, traditionnelle, et un chapeau noir. Et nous sommes allés dans sa communauté, dont les sages, les Aymaras, ils étaient tous là en rond, nous ont accueillis, intronisés, etc. C'était la fête de la Pachamama. C'est pas du folklore, le folklore c'est ici l'été pour les touristes, hein. Chaque village fait la fête du lancer de, je sais pas, du noyau d'abricot, etc. La gardure chez nous, le pet le plus long, etc. C'est pour les touristes. Dans l'été on a un zoo dans la région. C'est pas du folklore, c'est une cosmovision, une vision du monde assez extraordinaire. Si vous voulez, l'homme, le lama et l'arbre, c'est pareil. Voilà. Et dans cette communauté, donc, on a célébré la Pachamama, la terre sacrée. On donne de la manger, à boire, etc. Donc on a fait tous les rites. Et ils nous ont parlé du buen vivir. Je crois qu'il faut apprendre. Je pense que la sagesse, elle est là-bas. Le buen vivir, pour eux, c'est conçu comme une société qui n'est pas productiviste et qui n'est pas consumériste. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de consommer. C'est-à-dire qui n'est pas, comme nous, si vous voulez, consumériste à l'excès et productiviste jusqu'à mettre en cause, d'ailleurs, l'écosystème. On sait que la logique actuelle est une logique folle. Donc, ils sont en train de récupérer cette vision qui est une vision ancestrale des communautés Quechua et Aymara, le buen vivir. Ça ne peut pas se traduire en français. Il faudrait que ça se traduise par la vie bonne, la vie belle. Ou, comment ça s'appelle, tu sais le programme du CNR, ça s'appelait le programme du Conseil national de la résistance. Les jours heureux. Je vois qu'en dehors du surgelé, vous avez beaucoup de culture. Bon, et voilà. Donc, oui, ça ne peut pas se traduire, c'est pas quantitatif, vous voyez. Mais ils nous ont donné une leçon d'humilité, de conviction, de force, d'authenticité, de patience en même temps, vous voyez. Et ils nous ont montré qu'un autre monde était possible. Mais on l'a vu concrètement. Des formes d'autogestion, par exemple différents niveaux d'autonomie. Chaque communauté est autonome. Dans la Constitution, il y a 36 langues qui sont co-officielles. Il y en a certaines qui sont parlées à peine par 50 personnes. Hein. Mais c'est une façon de ne pas les faire disparaître, co-officielles, etc. Donc, un processus révolutionnaire qui, évidemment, ne fait pas plaisir aux Occidentaux, mais qui est en marche avec des choses assez fabuleuses. Par exemple, ils ont, je le dis pour les retraites, la retraite était à 65 ans, Evo Morales, qui a nationalisé de façon... C'est-à-dire il a révisé les contrats, mais en fait c'est une nationalisation. Le gaz et le pétrole. Et tout ce qui est télécommunications, énergie, tout ça, il le considère dans la Constitution comme des biens communs non privatisables. Biens communs. L'eau, l'électricité. La révolution en Bolivie a commencé par la guerre de l'eau. La guerre de l'eau, la guerre du gaz, la guerre de l'eau à Cochabamba, des morts, contre la privatisation de l'eau. Il était question de céder l'eau à la multinationale Vestel des États-Unis et à la Lyonnaise des Eaux et à Vinci, je crois. C'est ça? C'est-à-dire des multinationales françaises. Vous comprenez pourquoi ils ne nous aiment pas? Pourquoi ils ne les aiment pas? Parce qu'ils nous ont frappé, ils ont frappé les multinationales françaises, américaines et espagnoles à la caisse. Par exemple, en Bolivie, le marché du livre, il était tenu par les éditions Santillana. Santillana font partie c'est une branche de la multinationale socialiste espagnole, Prisa, multinationale socialiste, du PSOE, ou proche du PSOE, Prisa. Et Evo Morales a fait expulser, nationaliser, dit bon, c'est nous qui devons raconter notre histoire, c'est nous qui allons faire nos livres d'histoire, qui allons les imprimer, etc., etc. Voilà. Donc, ces gens-là faisaient énormément de bénéfices, une vulgarité, sur l'édition scolaire, l'édition des manuels des livres scolaires. C'est fini. Les contrats avec les multinationales du gaz et du pétrole. Bon, en gros, et ça c'est Evo Morales qui me l'a expliqué dans l'avion quand il est venu en France, c'était à peu près, il l'a fait étudier, il a dit à ses conseillers, mais attendez,
80 et quelques pourcents, je ne sais plus, 88%, je crois qu'ils prenaient les multinationales. Ça me paraît beaucoup. Allez étudier quand même pour voir si ça peut être rentable à moins. Et les conseillers lui ont dit, voilà, à 12% c'est rentable. Alors il a pris Total, il a pris Repsol, Exxon, etc. Toutes les grandes multinationales que vous connaissez. Il leur a dit désormais les règles du jeu c'est fini. Elles vont le changer, l'omelette va se renverser. Ici on dit on ne peut rien faire. Fatalité, on ne peut rien faire, etc. Là-bas, avec de la volonté politique, un peuple mobilisé, pour la Constituante, c'est dans la Constitution, elle a dit désormais vous aurez 12 ou 15%. Et alors Hollande répondrait non, ils vont tous partir. Il n'y en a pas un qui est parti, ils sont restés. Toutes ces multinationales sont restées. D'accord? Donc voilà ce que j'ai vu en Bolivie. Donc la retraite est passée, avec cet argent-là, la retraite est passée de 65 à 58. Ça fait tâche quand même, hein? Bon, chaque famille des quartiers pauvres a une bourse qui s'appelle Juancito Pinto, qui permet de vivre, petite bourse, à condition que l'enfant soit scolarisé et suivi médicalement. Voilà. Pareil, il y a une espèce... La retraite n'existait pas, ils sont en train de la mettre en place. Vous voyez? Donc, des réalisations sociales, alors tout n'est pas réglé. Mais ceux qui ne sont pas contents, ce sont les gens du centre. La Media Luna, les gens de Santa Cruz, ils sont blancs. Ils sont grands propriétaires. Et la réforme agraire, qui a avancé, leur a laissé, je crois que plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hectares. Donc il y a de quoi vivre, hein. Ils ne les ont pas mis à la soupe populaire. Vous voyez? Mais eux, ils sont les grands propriétaires, ils sont blancs, etc. Ils considéraient les Indiens comme des animaux. De voir les Indiens qui aujourd'hui font une révolution dans un pays qui est officiellement plurinational. Plurinational. Vous voyez? Quel bouleversement! Quel bouleversement, que ce soit les Indiens. Mais attention, ça c'est sans ethnicisme. Les Indiens sont la force, si vous voulez, moteur de ce mouvement révolutionnaire, mais en alliance avec les mineurs, les cocaleros, etc. Hein, d'accord? Au nom de tous les exclus, au nom de tous les saints, au nom de tous les pauvres. Voilà, donc je le dis parce qu'il y a tendance à dire oui, mais c'est ethniciste, etc. C'est quand même normal que ces Indiens qui pendant 5 siècles n'ont pas existé, officiellement, ils étaient rayés de la carte, ils étaient animalisés, qu'on considérait qu'ils faisaient tâche, alors qu'ils étaient majoritaires dans leur pays. Aujourd'hui, il faut les voir. Hein. J'ai discuté avec des Indiennes qui étaient là, qui tu es toi? Moi, ministre de la réforme agraire, sans garde du corps, sans rien. Alors avant chaque réunion, ils nous aspergeaient de fleurs, de pétales, de colliers, de machins. Faut pas régler ça a un sens, hein. Et alors à chaque réunion, s'ils nous tiens, j'en ai là, hein, des feuilles de coca. Elle est dépénalisée, ça c'est important. Ils ont obtenu la dépénalisation de la feuille de coca. Donc tu la mâches, tu la mets en boule, ça fait la couillique où effectivement ça combat les effets de l'altitude et de la faim. On ne l'a plus fait. Ce qui m'a frappé, c'est pour ceux qui connaissent la passe c'est dans un amphithéâtre, et en haut de la passe, il y a des quartiers pauvres, un million et l'Alto. Aujourd'hui, l'Alto, c'est encore pauvre, mais c'est plus misérable comme ça l'était avant. Voilà. Non, c'est éclairé partout, il y a encore beaucoup à faire, hein. Il y a encore beaucoup à faire, effectivement. Mais bon, on a avancé. Bon, j'arrête, parce que sinon on ne va pas parler de Cuba. Alors, Cuba. D'abord, Cuba, c'est à mon avis le processus politique le plus intéressant du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. C'est un processus qui fait question, parmi les intellectuels de gauche, parmi la gauche, etc., qui fait problème, qui fait question, et qui ne devrait pas. Voilà. Parce que, si vous voulez, Cuba n'est pas un petit morceau de l'Union soviétique qui comment vous dire, qui veut résister et conserver le système, etc., sous les tropiques. Voilà. C'est absolument pas ça. Cuba, c'est une histoire. 3 guerres d'indépendance. 3. Une révolution en 1933. Donc, la révolution à Cuba, je dirais le socialisme en construction, parce qu'il est en construction, c'est le prolongement du nationalisme. C'est une révolution et c'est pour ça qu'elle tient malgré toutes les difficultés, et les difficultés réelles et le désenchantement aujourd'hui d'une partie de la jeunesse, etc. Tout ça, on ne peut pas le nier. Mais ça tient pourquoi? Parce que ça a des racines endogènes, des racines populaires, nationales profondes. C'est évident. Il y a cette histoire-là. Si vous voulez, ce socialisme, cette révolution n'a pas été importée dans les fourgons de l'armée rouge. Elle n'a pas été imposée. Et j'ai là, d'ailleurs vous le voyez, un numéro extraordinaire de Paris Match. En 1958, quand Fidel était dans les montagnes, il était très sympathique, c'était Robin des Bois à ce moment-là. Comme Evo Morales avant d'être président.
Il était, oh, indien, indien, enfin un indien, mais quand il a nationalisé le pétrole et le gaz, il est devenu un affreux populiste. Voilà. Et là, pareil pour Fidel. Ça vaut de l'or. Hein. C'est d'avril 58, la fameuse interview à match de Fidel Castro dans la Sierra. Avril 58. Le révisionnisme aujourd'hui, quand ils mentent, et ils mentent beaucoup, ça consiste essentiellement à décontextualiser. Tu ne peux pas décontextualiser la révolution cubaine de son contexte. La révolution cubaine, c'est un bras de fer permanent depuis le début du siècle. Les Américains sont partis, la dernière guerre se termine par les accords de Paris à la fin du 19e siècle, et après les Espagnols arrivent les Américains. Et il faut rajouter même à la Constitution un amendement plat, disant voilà, Cuba dépend de... Il faut inscrire le néocolonialisme dans la Constitution. Donc c'est un bras de fer permanent avec les États-Unis, avec l'impérialisme américain. On ne peut pas le décontextualiser, si vous voulez. Sinon, on ne comprend rien à cette histoire. Et alors on dit, voilà, c'est oui, effectivement, un petit bout de l'ex-Union soviétique, etc. C'est le contexte qui détermine la façon qu'ont les Cubains de poser les problèmes, intérieurs et extérieurs. C'est vrai que les libertés à Cuba ne sont pas et n'ont pas été tout le temps pleines comme nous le souhaitions. Pourquoi? Peut-il y avoir liberté totale en une forteresse assiégée? C'est compliqué parce que toute dissidence devient presque, comment vous dire, mercenaire. Vous voyez, dans ces conditions. Le blocus, tout le monde en rigole dans les médias. C'est de la rigolade, c'est un prétexte que Castro utilise. Le blocus a coûté à Cuba depuis 60, pardon, 800 milliards de dollars. Chiffre officiel. C'est de la rigolade, 800 milliards de dollars. Le blocus, c'est une guerre économique qui n'ose pas dire son nom, c'est une guerre permanente. Le blocus, si vous voulez, c'est un reste insupportable de guerre froide. Et d'ailleurs, à l'ONU, chaque année, il est condamné. Chaque année, il y a près de 200 pays qui votent contre. Sauf 2, 3. Les États-Unis, Israël et une île Croupion, un paradis fiscal. Ce qui veut dire que les États-Unis, ça pèse plus que l'ONU. D'ailleurs, moi je propose, si vous voulez, qu'on remplace l'ONU par les États-Unis. C'est plus facile, c'est plus efficace, c'est plus rapide, etc. Vous voyez ce que je veux dire? À quoi servent les mandats de l'ONU finalement? Rien, quoi. Hein. Voilà. C'est comme l'armée française. Il a raison, Hollande. Attention, une armée, c'est pour s'en servir, on ne va pas payer des gars irlandais, etc. Bon. Pardon. Des fois, il faut se permettre un peu d'ironie pour... Voilà. Donc, Cuba, c'est ça d'abord. D'accord? Ils n'ont pas fait la révolution comme ils l'auraient souhaité. Il y a eu, d'après les archives de la CIA qui ont été déclassifiées, 600 à 700 tentatives d'assassiner Castro. CIA. Archives CIA. Donc, vous voyez comment on les a fait vivre en permanence dans le harcèlement, l'isolement. Il y a eu 3000 morts à peu près, résultat des agressions, résultat des infiltrations, etc. 3000 morts. L'équivalent du Twin Tower, des tours jumelles. 3000 morts. En même temps, je vous invite à célébrer le 11 septembre. Le 11 septembre que nous allons célébrer, c'est quand même l'anniversaire oui, bien sûr, de Allende, le Chili, Neruda qui meurt le 23, première année de la dictature. Vous allez voir la semaine prochaine et la semaine d'après dans un journal qui s'appelle L'Humanité Dimanche de très beaux articles. Voilà. Donc n'oubliez pas de célébrer le 11. Pas les tours jumelles, bon. Ça, les tours jumelles, il y a un évêque, je me souviens à Cuernavaca, au Mexique, qui m'a dit los gringos, s'ils sèment le vent, ils récoltent la tempête, il fait pour eux. Dans l'avion, il n'y avait personne. J'ai voyagé au Mexique le lendemain des Twin Towers. On nous a invités, évidemment, il y a une interdiction de traverser sur le territoire américain, on a fait le tour du monde, quoi, tu vois. Il n'y avait personne. Mais quand j'arrive à l'aéroport, les Twin Towers, souvenez-vous, nous étions tous américains. J'arrive à l'aéroport, mes copains de l'université de l'UNAM, c'est énorme, hein, c'est une ville dans la ville, c'est l'une des plus grandes universités au monde. Ils étaient là, ils m'attendaient, ils disent, je suis très grand, llegaron las Torres Gemelas, les tours jumelles sont arrivées. Et tout le monde rigolait, disait bien fait pour eux.
Et nous étions tétanisés tous, je ne sais pas tous palestiniens, tous américains. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà Cuba. Et alors Cuba a tenu. C'est un miracle. En 88-89, quand le mur de Berlin s'est effondré, qui donnait 3 sous pour l'avenir de Cuba? Dans la mesure où 80%, 85% des échanges se faisaient avec l'Union soviétique, pays sous perfusion, etc., on ne donnait pas un clou, hein. Et ça a tenu. Rien que ça mérite un coup de chapeau extraordinaire. Ils ont bouffé les chats, les pissenlits par la racine, ils faisaient un repas par jour, quand ils pouvaient, etc. Donc ça, il faut de la volonté politique et du courage politique. Rien que pour ça, nos camarades cubains méritent une reconnaissance éternelle. Parce que ce que on vous dit ici, tout n'est pas faux, mais cette campagne de criminalisation, de ségrégation permanente, quand vous allez au Venezuela, ou quand vous allez en Bolivie ou en Équateur, on vous dit, on existe parce que Cuba a existé, parce que Cuba a résisté. Si Cuba n'avait pas résisté, nous n'existerons pas. C'est la vérité. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. C'est comme l'animal à l'époque, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Non, mais vous voyez, il y a une autre... Et les hommes politiques les plus populaires en Amérique latine sont Che, évidemment, plus vivants que jamais. Il y a des morts qui ne meurent jamais. Oui, c'est Galeano qui l'a dit. Et Fidel, etc. En France, Fidel Castro, il est au niveau d'Ahmadinejad de Kadhafi. Hein. Voilà. Donc, par exemple, tiens, je vais prendre un symbole, je m'égare, mais tant pis. Hein. Il n'y a pas de gare ici. Bon, il n'y a pas de gare. Aujourd'hui, arrive au Brésil 400 médecins cubains. Ah oui, ça, oui. Sur les 4000 qui vont être envoyés au Brésil. 4000. 4000. Et vous savez, les médecins, tu sais, qu'on appelle en France l'association des médecins, là. L'ordre des médecins pétainistes, ils sont tous plus que pétainistes là-bas. Hein. Ils sont fous furieux. Parce que ce sont des médecins aux pieds nus, qui sont mal formés, des infirmières qui viennent nous manger le pain, disent les médecins brésiliens. Mais personne ne veut aller dans les campagnes, dans les coins les plus reculés. Personne. Le gouvernement a proposé par mois 11 500 $ aux médecins qui voudraient aller enseigner dans le nord-est. Il n'y en a pas un qui a voulu. C'est les Cubains qui vont y aller, dans les endroits les plus reculés, dans les endroits ruraux les plus reculés. Alors peut-être moins formés qu'en France avec 10 ans, etc., mais formés à l'urgence, etc. 400 sur les 4000. Alors évidemment, ils seront payés en devises, une partie reviendra à l'État cubain. Mais alors, les plus furieux sont les ophtalmos. Parce que les ophtalmos, pour opérer de la cataracte, 15 minutes, ils demandaient 2000 €, 2000 $. Les Cubains, dans la fameuse opération miracle, ils le font gratuitement. Non mais vous comprenez pourquoi ils sont fous furieux. Madame Dilma, la présidente du Brésil, a calculé qu'il fallait 54 000 médecins pour couvrir tout le pays. Qui a répondu en premier? Cuba. S'ils ont proposé 4 000 médecins, c'est qu'ils en ont. Savez-vous qu'ils ont une école, c'est très décousu, tant pis. Ils ont une école latino-américaine de médecine, le saviez-vous? Où ils forment gratuitement des médecins pour les pays d'Amérique latine et les renvoient dans leur pays ensuite formés gratuitement. Et nous qui sommes plus riches. Et nous qui sommes plus riches. C'est une histoire vraie. Voilà, quand je dis internationalisme, etc. Bon, alors, je reviens à mon propos. Cuba, donc a résisté, permet aujourd'hui de, etc. Tout ça on le sait. Cuba aujourd'hui est en crise. C'est difficile de construire le socialisme dans un seul pays, hein. Ça c'est les débats, Lénine, Trotsky, etc. C'est compliqué. Donc la révolution cubaine est en crise, mais elle reste fidèle à ses principes, elle assure l'essentiel, l'enseignement, l'éducation, etc. Mais il y a un certain nombre de choses qui ont échoué. Parce que mon opinion, c'est que en 72, y avait-il une autre possibilité? Je ne pense pas. Adopter le modèle soviétique. Mais à Cuba, il fait chaud. Hein. Tu ne peux pas porter la chapka comme en Union soviétique. Hein. Donc, si vous voulez, on a continué à appliquer un modèle un peu néocolonial. Monoproducteur, mono-exportateur de sucre. Alors, c'est vrai que les prix du sucre étaient payés bien au-dessus des prix du marché, que le pétrole arrivait tous les 2 jours, etc. Mais quand ça s'est cassé la pipe, voilà. Donc on a un peu remplacé, si vous voulez, une domination par une autre, même si la deuxième était quand même plus désintéressée et a permis à Cuba d'avoir des conquêtes sociales, etc., etc. Voilà. Tout ça, on le sait. Mais
je crois qu'à ce moment-là, on a perdu un peu de l'authenticité qu'avait cette révolution. Vous voyez? Alors, était-il possible de faire autrement? Le monde était bipolaire, le monde était une barricade. C'était avec les Américains ou avec les Soviétiques. Il n'y avait pas de troisième voie, il n'y avait pas, ça n'existe pas d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Entre le capitalisme et le socialisme, il n'y a pas de troisième voie. Ceux qui disent ça, c'est la collaboration de classe. Hein. Ils n'osent pas dire qu'ils sont en fait pour le capitalisme. La troisième voie, c'est comme le sexe des anges, hein, ou le monstre de Loch Ness. Voilà. Donc, voilà. Donc, Cuba a adopté un modèle qui ne lui convenait pas. Ensuite, on a étatisé à outrance. Par exemple, on a, au début de la Révolution, offensive révolutionnaire, dans les années 68. On dit que c'est la faute du Che, il n'était plus là. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de divergence entre Fidel et le Che. Le Che était en Bolivie. On en a tout nationalisé, même les coiffeurs, les petits cireurs de chaussures, etc. etc. Marx, il n'a jamais dit qu'il fallait le faire. Donc, étatisation. Étatisation ne signifie pas socialisation. Hein. Donc, on a un petit peu démotivé. Paternalisme excessif de l'État. Moi, quand j'habitais à Cuba, tout était quasiment gratuit. Mais quand tu travaillais, tu t'en sortais à la limite de mieux sans travailler qu'en travaillant. Donc, égalité, Marx n'a jamais dit que c'était l'égalitarisme. Marx n'a jamais dit que tous les travailleurs devaient gagner pareil. Donc, vous voyez, donc beaucoup de... Un état social très paternaliste, une démotivation, peu de rendement, l'agriculture délaissée, à tel point qu'aujourd'hui, la plupart des aliments doivent être importés, etc., alors que Cuba est un pays essentiellement agricole, la campagne bouffée par le marabout, cette espèce de parasite qui est difficile, très difficile de s'en débarrasser. Donc, Cuba est dans une étape qu'ils appellent d'actualisation du modèle, et moi je pense qu'ils sont en train plutôt d'actualiser, quoi. Hein. Ce sont des réformes profondes, de concepts, de structures, comme dit Raoul. Raoul dit, où nous opérons ces réformes de concepts, de structures, etc., où nous disparaissons. C'est une question de vie ou de mort. Raoul, hein, Raoul dit, personne ne travaille. Il faut remettre au travail les gens. Bon, il faut les renvoyer à la campagne. Mais à la campagne, on avait fait des granjas, des grandes coopératives, des fermes d'État. Je me souviens, hein, parce que tu allais, tu voyais travailler personne, ou tu les voyais, ils avaient les horaires. Bon, le petit paysan, il ne fonctionne pas comme ça. Donc ils sont en train de désétatiser la réforme agraire, mais à la coopérative. Visant. Voilà. Donc c'est pas un processus capitaliste. Mais ils sont en train de donner la terre en usufruit à chaque paysan, c'est-à-dire, elle n'a pas le droit, elle appartient à l'État, mais la production appartient aux paysans. Et ils donnent 67 hectares à chaque paysan. Voilà. Et déjà, on commence à trouver des fruits, des légumes, etc. Vous voyez, par ces biais de coopérativisation, d'intéressement personnel. Bon, je me souviens également, tu faisais un pas à un ascenseur. À chaque étage, il y avait une compagnie là pour s'occuper de l'ascenseur. Ça donne 1,5 million ou 2 millions de travailleurs de l'État excédentaires, en surnuméraire. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour le capitalisme, pour le FMI, tout ça c'est facile. Thérapie de choc à la porte et en avant, démerdez-vous. Bon, donc, il faut recycler tout ça, leur donner des possibilités d'eux. Alors, ils ont introduit un certain nombre de mécanismes que j'appelle de marché. Ils n'ont pas rétabli l'économie de marché, hein. Ni le socialisme de marché, comme à Cuba, comme au Vietnam ou en Chine. Mais ils ont réintroduit des mécanismes. Raoul dit que ça fait partie des lois objectives de l'économie. Bon, désormais, chacun peut être travailleur indépendant. 8% de la population, aujourd'hui, est employée dans des micro-entreprises, des petites entreprises, les restaurants que vous connaissez, les paladares, ou travailleurs indépendants. Ils ont donc fait une liste de métiers, plusieurs centaines, qui peuvent être exercés aujourd'hui librement, où on peut créer une petite entreprise, etc., donc qui sont livrés au, ce que j'appellerais, secteur privé. Donc ils ont réintroduit de l'initiative. Parce que si vous voulez, l'assistance et le paternalisme excessif, ça donne la démobilisation. Désormais, vous pouvez vendre votre maison, vous pouvez vendre votre voiture. Voilà. Vous pouvez sortir librement, depuis janvier. Avant, oui, bien sûr. Mais avant, il fallait l'invitation, souviens-toi, le fameux permis, l'invitation, etc. Bon, maintenant, c'est vrai que tu as raison. Il faut avoir
Un Cubain, la question a des devises. Je t'explique. Aujourd'hui, c'est plus le sucre qui est en tête, c'est plus. La première source de devises, c'est l'exportation des services, c'est-à-dire santé, médecins et enseignants. Ça, c'est la première source de devises. La deuxième, c'est les remesses. Je m'explique. Chaque Cubain a un tonton, un tata, etc. aux États-Unis. Ils envoient des remesses, c'est-à-dire une partie de leur salaire ou de leurs économies. Ça fait 2 milliards de dollars par an. Et quand ils viennent visiter leur famille, ils laissent à peu près 3 milliards par an. Donc, ça permet aux Cubains, pas tous, malheureusement, cette politique, c'est vrai qu'elle est inégalitaire. Parce qu'il y a des Cubains qui ont des remesses, ceux qui ont des... Alors, ceux qui ont des dollars vont les échanger dans une banque cubaine. L'État te prend au passage 13%, 13%, et te donne des cucs de stimulation. Raoul dit, et je le cite, hein, le principal ennemi, c'est le parti. Le principal frein, c'est le parti, dit Raoul. Vous voyez à quel point il est lucide, la bureaucratie. Et attention à la bureaucratie, hein, parce que dans les pays de l'Est, de l'époque, la bureaucratie s'est transformée en classe sociale, en classe en soi. Hein. Donc la bureaucratie, la corruption, etc. Donc Raoul et la nouvelle direction élue mènent une guerre aujourd'hui très forte là-dessus. C'est pas facile, parce que vous avez toute une couche intermédiaire de bureaucrates qui freinent, qui bloquent, et les mentalités. C'est pas moi qui le dis, c'est Raoul, je cite Raoul. Hein. Et c'est bien qu'il y ait cette conscience critique et autocritique, vous voyez, à l'intérieur d'un processus révolutionnaire. C'est ce que disait Che Guevara. Processus révolutionnaire, de se critiquer, s'autocritiquer en permanence pour avancer, s'approfondir en permanence, etc. Voilà. Donc, ils ont tardé à assurer la relève. Ils ont tardé. Et Raoul le dit. C'est la principale erreur historique, nous n'avons pas assuré la relève. Aujourd'hui, ils commencent. Au dernier congrès, ils ont fait le premier pas. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le Conseil d'État, ont pour moyenne d'âge 47-50 ans. L'un 47 et l'autre 57, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Non, je te parle de l'ensemble. Ça fait l'ensemble du Conseil d'État 47 ans et l'Assemblée nationale 57 ans. Tu peux le voir. Oui, bon, ça va. Il y avait peu de noirs dans les directions. Donc c'est un premier pas qui est franchi. On connaît celui qui va succéder. D'accord? Écoute, c'est celui qui a été placé en position de premier vice-président. Il a été ministre de l'enseignement supérieur, très ouvert. Il a été au Conseil d'État, il s'occupait de la culture et de l'enseignement, très ouvert. Il était dirigeant en province. Il m'apparaît comme quelqu'un d'ouvert. De toute façon, après la mort des deux Castro, il faudra gouverner autrement. Après la mort d'un dirigeant charismatique comme Fidel ou comme Chavez, tu ne peux pas gouverner de la même façon. Il ne peut pas y avoir un autre c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir une autre figure charismatique. Il faudra gouverner différemment. Tu vois? Voilà. Mais ils se sont fixés comme objectif au prochain congrès, la génération historique, tu as raison, il y a 80 et quelques qui est encore pour une part aux commandes, de passer la relève. Ils ont trop tardé à passer le relais. La génération historique, c'est la Sierra qui avait la légitimité de la Sierra, elle a trop tardé, tu as raison. Ils le disent eux-mêmes, mais tu ne formes pas un dirigeant d'État comme ça en 3-4 ans. Ils ont fait le constat, ils ont commencé et ça sera fini au prochain congrès. La FARC, il faut savoir que au moment où tout s'est effondré, celle qui a porté à bout de bras l'économie, c'est les forces armées révolutionnaires, la FARC. C'est vrai que la FARC, elle a des entreprises. C'est vrai qu'elle intervient dans le tourisme, mais au moins elle gère efficacement. Alors évidemment, ça peut être l'objet de dérives, mais c'est dans la FARC qu'il y a les entreprises les mieux gérées, les plus rentables, etc. Ils ont porté l'économie, notamment le tourisme, etc. 2 millions de touristes par an, c'est très important. En même temps, toutes les conséquences induites du tourisme. Ils ont porté le pays à bras le corps. Voilà. Donc voilà pour le rôle des forces armées révolutionnaires. Et je ne crois pas qu'elles soient gorilles. Je ne crois pas qu'elles soient comme Pinochet au Chili à l'époque, etc. Je crois qu'elles sont attachées, en tout cas peut-être pas attachées à la révolution, ou patriotes, ou nationalistes, ou peut-être josémartistes. Tous les militaires ne sont pas communistes, tous les Cubains ne sont pas communistes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une figure qui fait l'unanimité, c'est celle de José Martí. Et José Martí avait déjà dénoncé l'impérialisme, tu vois. Et même à Miami, ils sont martiniens.
Savez-vous que, pour vous dire comment nous sommes informés, aujourd'hui, la Colombie est en état de siège, qui le sait? Qui savait que j'avais représenté la France à Cochabamba? Oui. Tu lis l'humanité. Bon, non mais attendez, il y a une grève paysanne depuis 12 jours, terrible, une insurrection paysanne depuis 12 jours, dans tout le pays, en disant la situation de l'agro, la situation de la paysannerie, ça suffit. Et le gouvernement dit c'est les FARC qui sont derrière, c'est les terroristes, etc. Il a militarisé la capitale, il a décrété l'état d'urgence ou l'état de siège, je ne sais pas. Derrière, avec ces paysans, il y a les étudiants, il y a les enseignants, il y a les fonctionnaires, etc. Donc, une espèce de soulèvement populaire contre Santos en Colombie, à Bogota, qui le savait? Personne. Les médecins cubains, personne. Alors oui, il y a le Brésil aussi, c'est pas simple pour Madame Dilma. Au Brésil, si vous voulez, ils n'ont pas fait le socialisme, ils ont fait ce que j'appelle une meilleure distribution. C'est-à-dire, en augmentant les salaires, en créant une bourse que Madame Dilma Rousseff appelle... C'est Lucie Ortiz. C'est Lucie Ortiz. Bon, donc, en faisant une bourse qu'on appelle bourse famille, nous l'avons appelée, et bourse Brasil, qu'appelle Madame Dilma, et qu'ils ont donné aux familles des favelas, ils ont sorti de la pauvreté 30 millions de personnes. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que, si vous voulez, ils sont restés dans le cadre capitaliste. Les riches sont devenus plus riches et les pauvres moins pauvres. Voilà. Donc, ils ont créé une espèce de schéma développementiste auto-centré, où l'État joue un rôle important, comme dans les années 60, mais voilà. La situation des villes, des quartiers, des transports, de la santé, de l'éducation. Alors, ça a donné l'explosion des jeunes. Ces jeunes-là ont été manipulés par les forces, évidemment, hostiles à Lula et à Dilma, etc., hostiles au gouvernement actuel, qui est un gouvernement de centre-gauche. Mais, immédiatement, les syndicats ouvriers, et notamment les sanitaires, ont compris le danger, et ils se sont mis dans le mouvement avec les jeunes. Et ils ont décrété des grèves ouvrières, grèves générales, etc., etc., mais sur du positif. Et notamment exigeant une constituante, comme la présidente. Vous voyez, et là, ils ont tiré à gauche le mouvement. Mais Madame Rousseff a été désavouée. Parce que le Congrès, le Parlement, il est à majorité hostile. Et même une partie de sa base, parce que vous savez, le Parti des travailleurs, aujourd'hui, c'est une auberge espagnole, hein. Il y a des députés, c'est souvent les gens qui payent les campagnes électorales. Hein. Voilà. Donc elle a été battue. La constituante a été repoussée par le Congrès. La nécessité d'un référendum de constituante. Mais elle a entendu la base. Elle a entendu. Et c'est une situation difficile. Parce qu'évidemment, pour les États-Unis, imaginez-vous si on perd le Brésil. Voilà. Mais ça montre bien que quand on reste à mi-chemin, ça montre bien que le schéma de redistribution, tout en restant dans le cadre capitaliste, bon, c'est mieux que de ne rien faire, de mettre un peu d'huile. Hein, ou de distribuer quelques miettes. Mais si tu t'arrêtes là, vous avez cette explosion populaire importante, hein, et qui risque d'avoir des conséquences. Voilà. Le Venezuela, sans Chavez, c'est difficile. Je vais terminer en disant que depuis 10 ans, jamais il y a eu en Amérique latine un temps aussi long de changement. Jamais. 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 Hein. Et où les États-Unis ils ont perdu la main, ils ont perdu l'hégémonie, jamais, plus d'une dizaine d'années. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils sont à la contre-offensive. Bon, il y a eu les coups d'État. Les coups d'État, c'est assez marrant parce qu'ils appellent ça des coups d'État parlementaires maintenant. C'est plus efficace que les djihadistes de l'époque, donc ils nous ont fait le coup au Honduras, ils nous ont fait le coup au Paraguay, etc. Mais surtout, ils sont en train de mettre en place ce qu'ils appellent, vous allez voir, l'Alliance Pacifique, comme nous l'Alliance de l'Atlantique. C'est-à-dire le marché. Zone de libre marché. De libre marché. Libre commerce et libre marché. Vous savez ce que c'est? Je l'ai dit ça du haut de la tribune à La Paz. J'ai dit, le libre marché, c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous voyez, c'est une zone de... C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils voulaient faire à l'époque, la zone de libre-échange des Amériques, l'ALCA, et ensuite une zone ZLEA, et ils ont été... Au sommet en 2005 de Mar del Plata, la plupart des chefs d'État d'Amérique latine ont aux États-Unis, votre zone de libre-échange, vous la mettez, les médias n'en peuvent pas parler, enfin, mais quel échec! Quel échec sera... Ah oui, autre chose sur l'information. Savez-vous que, pour vous dire comment nous sommes informés, aujourd'hui,
La Colombie est un État. Et aujourd'hui, ils sont en train de relancer ça avec l'Alliance Pacifique. Tanger. Ça représente à peu près 40 et quelques pourcents du produit national brut des pays d'Amérique latine. Il y a là-dedans le Chili, la Colombie, le Mexique, Panama. Objectif divisé, parce que jamais l'Amérique latine n'a été aussi intégrée que depuis l'élection de Chavez, que depuis ces 10 dernières années. La CELAC, 33 pays, l'ALBA, le Mercosur, l'UNASUR, etc. Donc, objectif diviser tout ça. Et attention, l'Uruguay est en train d'hésiter. Donc, offensive, contre-offensive pour essayer de regagner le terrain perdu. Il y a eu à Washington, il y a 6 mois, une réunion avec Biden. Biden, c'est le vice-président. Ils ont dit attention, l'Amérique latine reste pour nous la zone prioritaire. L'Amérique latine a beaucoup changé, il y a beaucoup de richesses, etc., etc. Donc, ils ont décidé, dans cette réunion, des réunions importantes, hein, des politiques et du Pentagone et des grandes entreprises américaines, de repartir à l'offensive. Parce que c'est vrai, le Moyen-Orient, etc., pendant quelques années, ils avaient un peu laissé tomber. Donc maintenant, ils sont dans la contre-offensive. Dans une stratégie ouverte de déstabilisation du Venezuela, comme ils ont fait au Chili à l'époque. Hein. Voilà. Donc, j'ai essayé de brosser, pas d'euphorie, mais on avance, ils prennent des gifles, ça tient, mais c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est une lutte des classes féroce permanente. Et avec une guerre idéologique, moi je dis, quand on gagne au Venezuela, quand on gagne, parce qu'ils ont voulu nous faire quoi qu'on perdait. Quand tu fais 51%, tu gagnes. Même si tu fais que 51%. Voilà. Ils ont voulu nous faire quoi, c'est une défaite. Tu gagnes contre qui? Contre Capriles, contre la droite. Il faut que vous sachiez que dans la coalition qui s'oppose aux chavistes, il y a Capriles, la droite, l'extrême droite, et il y a 3 partis affiliés à l'internationale socialiste. Ils ont voulu nous faire croire, oui, qu'on perdait, alors qu'on a gagné, avec Maduro. Mais, si vous voulez, la question c'est que Chavez, j'ai vu Chavez qui priait Jésus devant des centaines de milliers de personnes, puis qui invoquait Marx, puis qui invoquait... Il y avait une relation. Le peuple considérait cet homme comme le sauveur. C'était christique la relation. C'était émotif très fort, très d'identification, parce que cet homme-là il est sorti du caniveau. Petit vendeur des rues, imaginez-vous. En plus, bâtard. En plus bougnolisé. Mélange de noir, mélange d'indien sambo. Sorti de rien, qui devient président. La haine de classe et de race de la bourgeoisie. Vous voyez? Donc le peuple des ranchitos, le peuple des quartiers, je veux dire, c'est vraiment, vous l'avez vu, il avait le Christ. Hein? Il est des nôtres, quoi. Et puis il a fait passer la pauvreté de 42% à 25%. Vous voyez? Vous alliez dans les quartiers, vous voyez une queue. Moi, quand je dis des queues, quand je vois des queues, je dis on est pas loin du socialisme. Pardon. Je vois des queues. Et tu t'approches, qu'est-ce que vous attendez? Ah, c'est la mission Barrio Dentro. Et vous faites la queue pourquoi? Le médecin. Des gens qui n'avaient jamais vu un médecin. Et qui ont le médecin gratuit dans des bidonvilles. Vous voyez? Donc, Chavez avait un quotient personnel que n'avait pas Maduro. Mais attention, ce vote-là, 50%, c'est un vote politique, avec une identité politique, une identité de classe. Le chavisme, c'était pas que Chavez. Le chavisme, c'est, en bas, à la base, il y a à peu près en ce moment 40 000 conseils communaux. 40 000 conseils communaux. C'est une démocratie protagoniste, participative, à la base. Alors il y avait le rôle de Chavez, etc. C'est pour ça que c'est difficile, sans Chavez. Mais ça permet, si vous voulez, de gouverner plus collectivement, et puis, ne vous faites pas d'illusions, 75% de l'économie est encore capitaliste. Hein. Donc ils ont les moyens de provoquer des pénuries, de la déstabilisation, etc. Et ils ne s'en privent pas. Des attentats, un attentat terrible dans une zone d'exploitation pétrolière qui a fait des morts, un incendie gigantesque, etc. Refus de reconnaître les résultats des électoraux, 11 morts, etc. Donc ils sont dans la même stratégie qu'ils ont fait pour le Chili. Mais là c'est différent parce que le Venezuela a les plus grandes réserves pétrolières au monde. Hein. Tu peux pas comparer. Voilà. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au Venezuela, quand tu gagnes les élections, tu les gagnes contre Capriles, mais tu les gagnes aussi contre François Hollande, contre BHL, contre toute la presse française, contre le pays, contre le monde, contre Libération. Oui. Allez, à la barre, je vous donne la parole. Sorry, voilà.
jamais essayé. C'est l'affaire des 5 de Miami. J'espère que là, le 13 septembre, à la fête de l'humain, il va y avoir un énorme événement concernant la libération de ses camarades. Il faut dire à nos chers camarades et amis que ces gens sont en prison depuis le 12 septembre, c'est-à-dire depuis 1998, ça va faire 15 ans. Malgré les promesses du prix Nobel de M. Obama, ni les 5 sont sortis, ni Guantanamo n'a été libéré. Dis-nous 2 mots sur l'affaire des 5, s'il te plaît. Et alors, vous savez qu'à Miami, il y a une opposition politique, mais il y a surtout une opposition terroriste, les groupes Alpha Machin, etc. Il y a des gens qui s'entraînent, qui sont entraînés par la CIA, etc., des groupes terroristes, pour partir demain à l'assaut d'eux, etc. Ils essaient d'en infiltrer quasiment tous les jours, etc. Hein. C'est pas du pipeau, vous l'avez dans les reportages à Miami. Donc, les Cubains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu des explosions dans des hôtels. Ils ont infiltré ces groupes. Ils ont infiltré par des agents ces groupes. Des groupes fascisants. Des groupes, pas que contre-révolutionnaires, mercenaires. Ils les ont infiltrés. Il faut avoir du courage et du savoir-faire. Hein. C'est pas facile. Et à un moment donné, les relations s'étaient améliorées. Et il y a eu une tentative, après d'ailleurs une vague de terrorisme. Fidel Castro a joué le jeu. A dit, bon, ben écoutez, on va vous donner les repères, les noms, etc., des terroristes et des réseaux. Ça veut dire que tu brûles tes agents. Mais il a un peu fait de bonne foi. Et les États-Unis, au lieu de renvoyer l'ascenseur et d'en profiter pour régler enfin ce problème, ni une ni deux ont arrêté les 5 agents cubains qui avaient infiltré, qui espionnaient non pas les États-Unis, mais l'exil contre-révolutionnaire cubain. C'était des agents. Et oui, attends, je finis. Ils ont été arrêtés donc pour espionnage en 98. En règle générale, dans tous les pays du monde, ces affaires se règlent en quelques mois par des échanges. Depuis 98, tous sauf un qui vient d'être libéré récemment, sont au secret dans des géoles, dans des conditions d'emprisonnement épouvantables. Leurs familles n'ont quasiment pas le droit de leur rendre visite. C'est en violation de toutes, si vous voulez, les droits, les accords, les conventions internationales. Ils sont considérés comme des terroristes. Vous voyez ? Et il a fallu des années, parce que pour nous, des gens qui acceptent de faire ça, y compris de passer aux yeux de leur famille pour des traîtres, alors qu'ils ne le sont pas, pour moi ce sont des héros. Ça n'a pas été facile de convaincre toute la gauche en France, y compris la gauche la plus gauche. Parce que on peut appeler ça des barbouzes. Moi j'appelle ça des militants révolutionnaires, comme Snowden. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir du courage pour faire ça. Voilà. Et donc, depuis 1998, nous exigeons la libération de ces 5 Cubains qui font honneur à Cuba et qui sont, mais vous vous rendez compte, sacrifier sa famille, la femme, les enfants, partir un beau jour, parce que tu dois d'abord dire à la famille, j'en ai peut-être plus de communisme, je m'en vais, il faut que tu joues le jeu. Hein. Voilà. Et puis que tu rentres là-dedans. Vous voyez. Donc ils ont joué ce jeu, ils ont sacrifié tout, et depuis 1998, et alors qu'Obama aurait dû les... on avait quand même espoir. Il est sans doute aujourd'hui, dans les sanctions par rapport à Cuba, c'est Obama le plus féroce. C'est quand même marrant. Dans l'histoire, savez-vous qui c'est qui est intervenu le plus militairement dans l'histoire de l'Amérique latine? Les démocrates ou les républicains? Les démocrates. Voilà. Donc, il est en train de... Parce que c'est pas Obama qui gouverne. C'est le lobby militaro-industriel, c'est le Pentagone, c'est la CIA, etc. Ce sont eux qui gouvernent. Vous voyez? Donc, les 5 qui les tiennent là, comme ils n'ont pas pu écraser Cuba, ils ont cette espèce de revanche, de haine, volonté de revanche historique. Cuba, cette épine dans le pied dont on n'a pas pu se débarrasser. Vous voyez? Donc, ils sont vengés sur les 5. Et ça, c'est inhumain. Voilà. Donc, je me réjouis qu'à la fête de l'humanité, allez, on va vous le dire. Il a fallu quelques années pour que l'humanité en parle. Voilà, j'ai tout dit, hein, pas de langue de bois. Hein. Bon, ça veut dire qu'on a été quelques-uns à travailler pour dire, attendez, quand même. On a été quelques-uns pour dire, écoutez, pour être solidaire d'un pays, il ne faut pas être inconditionnel, il ne faut pas être aveugle, il ne faut pas être, etc. Je veux dire, moi, Ahmadinejad, c'est pas mon copain, mais il y a une véritable révolution. Et la solidarité, ça ne signifie pas l'aveuglement, ça ne signifie pas l'inconditionnalité, mais l'internationalisme, c'est basique.
Mon père m'a toujours dit ça, tu ne peux pas être révolutionnaire, c'est pas être internationaliste. Si tu ne ressens pas, comme disait José Martín Che Guevara, la gifle que reçoit un Indien en Bolivie, ou un Palestinien, si tu ne la reçois pas comme une gifle, c'est ta propre joue. C'est ça l'internationalisme. Et ça, c'est être communiste. Et je me réjouis qu'à la fête de l'humanité, il y ait enfin la place des 5 Cubains. Je ne sais pas si ce sera l'inauguration, voilà. Mais en tout cas, bravo, c'est une victoire de la solidarité. Parce que on ne se dira jamais assez, malgré tous les défauts qu'ils ont, etc., tout ce qu'on doit à Cuba. Tout ce qu'on doit à Cuba. 10 millions, une petite île de rien du tout, qui n'a rien. Pas de pétrole, mais beaucoup d'idées, ça. Voilà. Et qui a résisté face au plus grand impérialisme. Mais écoutez, quand même, quelle prouesse historique, quoi. Parce que, jusqu'à présent, tout avait échoué, hein. Et puis 98, élection de Chavez, etc. Chavez, au début, il prenait la 3e voie, comme Tony Blair. Il est allé à Cuba, Fidel lui a fait une remontée de bretelles, sans doute, je ne sais pas. Il est rentré au Venezuela en disant socialisme. Voilà, donc, voilà, c'est sur les 5, oui, les 5, c'est bien. Il faut en parler en France, oui. Qui connaît le problème?